Sub 24 sur internet, vous trouverez tout de suite. Bon, alors Vélocité Grand Montpellier donc, est une association qui, je pense, s'il y a un retour du vélo à Montpellier, c'est un peu aussi grâce à son action. Bon, moi, j'en fais pas partie depuis très longtemps, mais bon, les anciens ont mené quand même des actions qui ont porté, je pense, leurs fruits. Ceci étant, le retour du vélo, on le constate, comme on va le voir, pas qu'à Montpellier, donc il n'y a aucune raison que Montpellier y échappe. Et je pense même qu'en 2040, vous pourrez dire, être fier d'être ici, d'avoir... Tiens, j'y étais, parce que franchement, on va assister, je pense, à un changement des mobilités. Bon, il y a trop d'urgences qui se pointent à l'horizon, et le vélo, c'est probablement le vélo qui a la plus grande marge de progression. Voilà. Alors je vais arrêter là, simplement, bon, je vais juste présenter nos conférenciers. Donc on va d'abord avoir Luc Nouriga, qui est président de Vélocité, qui va nous présenter brièvement un peu son appréciation du terrain de la progression du vélo. Ensuite on a Marc Meunier, mais le problème c'est qu'il n'est pas arrivé, alors le président du Vieux Biclou. Donc le Vieux Biclou n'est pas une association concurrente de Vélocité, pas du tout, mais le Vieux Biclou, c'est plutôt un atelier d'auto-réparation de vélo. C'est aussi là un laboratoire du futur, je pense, parce que si vous y allez, peut-être que la majorité d'entre vous connaissent, c'est vraiment une ruche. Il y a même des gens qui réparent des vélos dans la rue. Moi, à chaque fois j'y vais, je suis étonné, il y a beaucoup de monde, voilà. Donc ensuite, on aura l'intervention de Jérôme Cassagne, qui est à ma gauche et qui est probablement un de ceux qui connaît très très bien le sujet du vélo, puisqu'il travaille au CEREMA. Donc il est chargé de mission sur les mobilités. Je pense qu'il a l'occasion d'aller dans beaucoup d'endroits en France et de voir comment le vélo effectivement exerce son retour. Bon, voilà, je le laisserai aussi s'exprimer. Et ensuite, notre conférencier, donc Frédéric Errand, qui est économiste des transports et urbaniste, qui vient tout exprès de Paris, et même de Lille, puisqu'il est enseignant à l'université de Lille. Voilà, il a écrit un livre que j'ai sous les yeux, donc Le retour de la bicyclette, une histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050. Donc le titre déjà est très très évocateur. Je ne vais pas parler plus longtemps. Ensuite, on aura un petit temps évidemment pour les discussions. On pourra prendre un pot au fond de la salle. Grâce à la coopération de la boulangerie au pain délicieux, rue Bernard Délicieux, on aura une petite dégustation de pain. La librairie Géosphère vous proposera les livres de Frédéric Errand que vous pourrez faire dédicacer. Et surtout, vous pourrez venir nous rejoindre à notre association, parce que plus on sera nombreux, c'est vrai que le lobby des cyclistes, voilà, il faut l'exprimer, hein, parce que plus le rapport de force sera intéressant, plus on obtiendra des autorités, des choses qui sont encore, on voit bien aujourd'hui, insuffisantes. Je constate d'ailleurs qu'on avait invité ce soir un certain nombre d'élus. Bon, apparemment ils ont tous poney, ou je sais pas. C'est comme ça qu'on dit maintenant, j'ai poney, je ne peux pas dire. En tous les cas, il y en a qu'un, je ne vais pas dire lequel, qui devait venir, et puis au dernier moment, il faut qu'il garde des gosses. Bon, ça, c'est quand même un motif légitime. C'est dommage parce que je pense que voilà, c'est un sujet d'avenir, et la politique, c'est quand même l'art de l'anticipation. On est là dans une réunion citoyenne où on aurait pu échanger. Bon, je pense que ce n'est que partie remise. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc je vais laisser la parole à Luc. Voilà, eh bien, moi je vais vous parler un peu de mon expérience cycliste à Montpellier. Ça introduira Vélocité, donc ça recommence, ça part la fin des années 60, début des années 70. Montpellier à l'époque, comment vous décrire, c'était un vaste bouchon qui allait de la route de Nîmes jusqu'à Montagnac, en passant par la Bonne Nouvelle, Sarail, Comédie, l'avenue de Toulouse. Gambetta était aussi tout bouché, et à cette époque on circulait en vélo, de manière pas très difficile. Il faut dire qu'à l'époque tout le monde circulait en deux roues. Ça c'est un terme des années 60.
On mêlait ainsi les Solex, les Xiao, les Peugeot 102, les Motobécans, etc. Et les vélos sous un même vocable. Et au lycée Joffre, il y avait une rampe, il y avait des centaines de deux roues d'alignés garées. Voilà, tous les lycéens, les collégiens allaient en 2 roues à leur établissement scolaire. Tout l'été, on allait à Palavas. La route de Palavas était réglementée à 2 voies, réglementée à 80 km/h. Il y avait une bande cyclable utilisée par tous les 2 roues de chaque côté. Et c'était le bonheur. Bon, ceci dit, pour les voitures, ça se passait très très mal. Et bon, je me suis absenté un certain nombre d'années de Montpellier. Quand je suis revenu au début des années 90, tout avait été changé. La métropolisation était en route. Il y avait des 4 voies pour aller à Saint-Gély, pour aller à Palavas, etc. Et il n'y avait plus aucun vélo, ni plus aucun 2 roues dans la ville. Donc j'ai continué, j'ai repris mon vélo, je m'en servais tous les jours pour travailler, et j'ai essayé de me rapprocher de ceux qui faisaient de même. Il y en a quelques-uns dans la salle d'ailleurs de cette époque. Donc dès le début des années 90, on s'est constitué en association. C'était Vélocité 34 à l'époque, précurseur de Vélocité Grand Montpellier, dont on fête les 20 ans aujourd'hui. On était prêts pour les municipales de 95. Et en 95, on avait rencontré l'adjoint au maire de Fraîche, qui était en charge de cette partie de Pauvre-Yvan-Velay, qui nous a dit « mais tout ce que vous voulez, on va le faire, ça c'est sûr ». D'ailleurs, Fraîche était un visionnaire, avait organisé les états généraux du vélo. Alors bien sûr, il ne disait pas qu'il était un peu en retard par rapport à un certain nombre de communes, La Rochelle, Strasbourg, même Paris, Lyon, etc. Mais il l'avait fait, je crois que c'était en 99. Donc à l'époque, on attendait des choses formidables. Bon, on les attend un peu toujours. Depuis, on a connu d'autres municipales, 2001, etc. Toutes les fois, bon, il y a eu les écologistes, toutes les fois, on nous promettait des merveilles. On en est quand même au 3e schéma vélo, ou mobilité douce, ou mobilité active, comme vous voulez. À l'époque, on disait schéma vélo, à Montpellier. Et c'est pas que la situation n'a pas évolué, si vous voulez, mais la métropolisation aidant la pratique du vélo, j'ai pas l'impression qu'elle soit plus tellement facile qu'avant. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui s'y sont mis, ils sont encouragés pour cela par les quelques aménagements qui y sont et qui ne sont pas toujours inutiles, ni qui sont quelquefois et même souvent assez réussis, assez utilisés. Mais la place du vélo est encore difficile. Surtout que maintenant, il faut raisonner au territoire de la métropole. Et on doit bien avouer que si dans Montpellier, on arrive encore à faire du vélo, la liaison avec les communes environnantes est difficile. Et encore, la métropole, c'est une entité administrative. C'est pour ça qu'on s'est appelé Vélocité Grand Montpellier, parce qu'on refuse de rentrer dans cette entité administrative. On prétend qu'en vélo, on peut aller où on veut, bien sûr, et aussi loin, mais c'est assez facile de faire un rayon, d'aller soit à Carnon, soit à Saint-Gély, c'est à Palavas, bien sûr, communes qui ne font pas partie de la métropole. Donc on inclut toutes ces communes dans nos schémas de déplacement, et là, bien sûr, il n'y a rien d'officiel qui existe. Voilà, donc vous voyez les liaisons avec Saint-Jean-de-Vétas, avec Saint-Gély, etc., qui sont des villes dortoirs qui dépendent, sur lesquelles il y a beaucoup de navetteurs qui se rendent tous les jours à Montpellier et qui déplorent d'avoir des grosses difficultés de circulation au point d'encombrer tout le petit capillaire, les petites rues, etc., qui vont donner à Montpellier pour contourner les gros embouteillages, les gros ronds-points du Rieux-Coulon, etc. Et ça pose aussi une nouvelle gamme de problèmes. Parce que justement, ces petits capillaires seraient très utiles pour les cyclistes. Ce sont des rues tranquilles, des petites rues. Et du fait de la circulation automobile, elles deviennent difficiles à utiliser. Alors les cyclistes expérimentés, il y en a beaucoup dans la salle, y arrivent sans trop de problèmes. Par contre, il faut penser qu'il y en a d'autres qui se lancent, qu'il y a des enfants, parce que je vous ai dit, dans les années 70, collège, lycée, on y allait en 2 roues.
un temps qu'on pourrait voir revenir. Voilà. Merci. Alors on attend Marc Meunier, et comme il n'est pas tout à fait arrivé, je crois qu'il a un petit problème, je vais donner la parole à Jérôme Cassagne. Voilà, donc je rappelle Jérôme Cassagne, il travaille au CEREMA, enfin il va se présenter lui-même. Voilà. Bonjour, donc voilà, Jérôme Cassagne du CEREMA, donc c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc on est un établissement public et on travaille sur tout ce qui tient à l'aménagement du territoire au sens large. Et moi, ma spécialité, c'est les mobilités actives. Donc les mobilités actives, hein, la marche et le vélo. Donc on m'a demandé d'introduire un peu cette conférence sur le retour du vélo à Montpellier. Donc je vais vous présenter déjà quelques chiffres. Hein, c'est un peu, on va rentrer un peu dans la technique, c'est ce qu'on appelle les parts modales. Donc les parts modales, c'est le pourcentage de déplacement qui est fait par un mode, donc pas par les piétons, par les vélos, par les véhicules. Et là, on a ces parts modales vélos sur Montpellier et quelques autres villes. Donc globalement, Montpellier se trouve dans la moyenne des villes françaises qui est autour de 3% de part modale pour le vélo. Si on prend les villes centres, les colonnes bleues, ce sont les villes centres, donc tout à fait à gauche, c'est Montpellier. Après, vous avez Nantes, Grenoble et Strasbourg, qui est la référence sur la question des parts modales. On cite souvent Strasbourg, puisque c'est la ville qui a la plus forte part modale. Donc ça, comment on a ces chiffres? C'est en faisant des enquêtes, ce qu'on appelle des enquêtes ménage-déplacement. Donc là, sur Montpellier, c'était une grosse enquête qui a eu lieu en 2014, 2013-2014. Les chiffres sont un peu plus récents pour Nantes et Strasbourg, on est en 2016. Donc si on regarde Montpellier, on est à peu près à presque 4% sur la ville de Montpellier. J'ai pas les chiffres là, puis je veux pas non plus vous présenter trop de chiffres. Plus on va zoomer et plus on va avoir des parts modales importantes. Donc on monte autour de 4,5%. Autour de l'Écusson. Sur l'Écusson, on baisse parce qu'on a beaucoup de parts piétons. On a moins de vélos, mais autour, à proximité immédiate de l'Écusson. Donc, le retour du vélo à Montpellier, oui, puisque si on prend des chiffres je crois que c'était une dizaine d'années avant, on était autour de 2,8 à 3%. Donc on peut considérer que si on regarde ces chiffres, il y a un frémissement de l'augmentation des parts modales. Et je pense qu'il ne faut pas non plus s'en tenir qu'à ces chiffres. Moi qui circule beaucoup en vélo sur Montpellier, on voit au fil des années, surtout des 10 dernières années, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus de vélos au-delà d'une augmentation de 1% par rapport aux chiffres. Donc c'est des petits chiffres que par les enquêtes on a un peu de mal à vraiment situer. Donc la part d'erreur est peut-être plus importante que sur des gros chiffres, mais ça donne quand même une idée, puisque ces enquêtes ménage-déplacement, elles sont exactement les mêmes, la méthodologie est les mêmes sur toutes les villes. Donc voilà, juste pour faire un premier état là, de ces parts modales. Ensuite, dans cette même enquête, il y a ce tableau qui me paraît très intéressant et que j'ai rapporté au potentiel du report modal. Donc ce qu'on appelle le report modal, c'est-à-dire qu'on a ces pourcentages par mode de déplacement. Donc on a 70 ou 75 ou 80% de part modale voiture, et on voudrait faire passer un certain pourcentage de ces gens qui se déplacent en voiture vers le vélo. Le discours, c'est pas de dire on veut plus que les gens se déplacent en voiture, on veut juste augmenter la part modale vélo. Et ce tableau, il est assez évocateur si vous regardez la barre du milieu. Donc on est sur les parts modales par mode. Oui, par mode forcément, sur la barre du milieu, entre 2 et 5 km. Et on s'aperçoit qu'il y a 2 tiers de ces déplacements qui se font en voiture. Dans
dans Montpellier. Ça, c'est pour Montpellier, pas métropole, mais Montpellier-Ville. On a 2/3 des déplacements entre 2 et 5 km qui se font en voiture. Donc là, on peut parler de fort potentiel de report modal. Après, si on prend les barres qui sont en dessous, donc on a à peu près la moitié des déplacements entre 1 et 2 km qui se font aussi en voiture. Donc, ne serait-ce que sur ces deux barres de distance, entre 1 et 2 km et entre 2 et 5 km, on devrait trouver, sans trop d'efforts, suffisamment de personnes qui se mettent au vélo, puisque les distances de pertinence du vélo, elles sont bien là, elles sont entre 2 et 5 km. En dessous, on va marcher, mais même on peut faire du vélo entre 1 et 2 km, mais entre 2 et 5 km, c'est vraiment les distances de pertinence du vélo. Et le mode le plus rapide, non? Et le mode le plus rapide sur une ville centre dense, en heure de pointe, ouais, on est sur le mode le plus rapide et surtout le plus régulier. C'est-à-dire qu'on part à la minute près et on sait que 15 minutes après, on est à destination. On n'a pas besoin de marge, y compris le stationnement et tout. Alors qu'en voiture, on prend toujours 10-15 minutes de marge si on ne trouve pas de place, si c'est encombré, etc. Le vélo, à la minute près, si vous avez un trajet connu, régulier, il va être toujours quasiment le même, sauf crevaison, mais ouais, ça arrive aussi. Donc ici, c'est une question qui a été posée dans l'enquête. Le vélo en ville, c'est l'avenir. Que ce soit, donc l'enquête, elle concernait tout le département. Donc on avait, sur ce tableau du moins, il y avait les communes hors littoral en haut, les agglos du littoral au milieu, et troisième, donc la métropole. Mais on a à peu près les mêmes chiffres. On est entre 70 et 75% de personnes interrogées, donc tout le monde, c'est pas les cyclistes qui sont interrogés, c'est tout le monde qui pense que le vélo, oui, c'est l'avenir pour la ville. Donc moi je dis que par rapport à ce constat, les distances de déplacement compatibles avec du vélo de 3 à 5 km, c'est-à-dire 70% des déplacements se font en voiture, donc on a 70% des déplacements qui sont compatibles avec un déplacement à vélo, une image du vélo positive pour 75% des usagers. Logiquement, sans avoir à développer de la communication des efforts énormes, on devrait arriver à 15%. C'est-à-dire que c'est juste une part de ces déplacements de 2 à 5 km qui se font en voiture qui pourrait basculer sur le vélo sans trop d'efforts. Mais ce n'est pas le cas. Alors, je vais travailler là je vais vous présenter sur quel axe on doit travailler pour amener ces gens au vélo, quels sont les leviers habituels. C'est pas spécifiquement à Montpellier, et ça se fait dans d'autres villes et ça marche, ça se fait bien. Voilà, quels sont les leviers pour faire en sorte qu'il y ait ce report modal attendu. Donc le levier numéro 1, c'est adapter l'espace public à la pratique des modes actifs. Donc quand on dit ça, ça ne veut pas dire on va mettre toutes les rues, on va faire des pistes cyclables dans toutes les rues. Le premier levier, le premier sous-levier dans cette catégorie, dans ce premier levier, adapter l'espace public à la pratique des modes actifs, c'est apaiser la circulation, apaiser les vitesses. De façon générale, c'est pas 3 rues qu'il faut apaiser et on dit on les a mis en zone 30, on les a mis en zone 50. C'est généralisé sur 80% du réseau d'une métropole comme Montpellier, d'autres métropoles l'ont fait, c'est apaiser la circulation. Donc ça, c'est le premier sous-levier de ce levier. Après, c'est faire des schémas directeurs cyclables, donc des études pour voir où est-ce qu'il faut faire des aménagements cyclables, quels sont les pôles générateurs, où sont les besoins, on fait correspondre l'offre et les besoins. Et aussi, bien sûr, des aménagements cyclables. Ça va en parallèle. Il faut aussi, les gens réclament, il y a des catégories de cyclistes qui réclament des aménagements cyclables, des pistes et des bandes, mais c'est pas forcément en faire partout. Le premier levier, c'est apaiser la vitesse, et on augmente la sécurité des cyclistes, l'envie d'y aller, le confort, etc. Le deuxième levier, c'est combattre la peur du vol. Ça, on le voit dans le slide suivant, je vous montrerai. C'est le deuxième argument qui arrive, c'est les gens se déplacent par en vélo parce qu'ils ont peur de se faire voler leur vélo. Donc développer l'offre de stationnement, elle est multiple, hein, l'offre de stationnement. On a des appuis vélos pour les arrêts de courte distance, de l'ordre de 1 heure. Donc c'est juste des appuis comme on a ici en forme de U. Après on peut avoir de la moyenne distance ou de la moyenne durée ou de la longue durée, comme sur la photo en exemple, c'est-à-dire un parking en structure où on affecte un étage. Là c'est
c'est à Toulouse, ça sur le parking du Capitole. Ils ont affecté le premier étage du parking Capitole, enfin le moins 1, au stationnement vélo. Pour ça paraît immense et on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vélos, mais c'est comme imaginer le premier niveau, le moins 1 le P4 de la Comédie, qui soit dédié au vélo. Donc ça c'est juste pour vous montrer que c'est pareil, c'est dans une enquête. Donc les deux barres du bas, sur celle d'en bas, c'est... Alors la question c'est quels sont les leviers pour développer le vélo. Donc multiplier le nombre d'itinéraires cyclables, donc ça arrive en premier à 50% de très bons ou plutôt bonne idée. Donc on est à 51 plus 41, donc il y a 90% des gens qui pensent que c'est une bonne idée. Et le deuxième, c'est disposer de stationnements sûrs et abrités dans les gares. Donc stationnement et aménagement cyclable, mais on va au-delà de l'aménagement cyclable, c'est apaisement de la circulation. Le levier numéro 3, faire reconnaître le bilan positif du vélo. Donc là, j'ai pris un exemple sur le bilan santé au plan collectif, bien sûr, mais aussi au plan individuel. L'exemple là, c'est 15% d'arrêt maladie en moins pour des salariés qui viennent travailler à vélo. On le connaît aussi, ce bilan, pour les enfants qui vont à l'école à vélo. Ils sont plus disponibles, ils ont des phases d'apprentissage plus rapides, plus intéressantes, ils se fatiguent moins vite. Et là, je ne parle que du bilan santé. Après, on a sur le plan économique, que ce soit individuel ou collectif, sur le plan écologique aussi. Bon, on a plein d'arguments pour dire, donc le vélo c'est bon pour plein de choses, mais il faut communiquer sur ce bilan positif. Le levier numéro 4, c'est communiquer par l'exemple. Là, c'est une photo qui est prise devant le Parlement danois. Il y a 63% des parlementaires danois qui viennent en vélo. Ils ont des appuis vélo devant le Parlement. Donc ça peut se faire à l'échelle d'une nation, mais ça peut se faire aussi à l'échelle d'une commune, quoi. Les élus d'une commune peuvent aller au conseil municipal en vélo, et ça marche aussi beaucoup comme un système de communication. Et puis le dernier levier, mais qui est vraiment le plus dur et qui est peut-être le premier en fait, hein, c'est casser la routine. Hein. Les habitudes de déplacement, en fait, c'est le frein majeur au changement dans le mode de déplacement. On prend la voiture parce qu'on a l'habitude de prendre la voiture. On a donné tellement d'importance et de confort à la voiture, en termes de stationnement, de déplacement, etc., que c'est devenu, à une époque, c'était le moyen le plus confortable et le plus facile de se déplacer. Donc, mais maintenant, on l'a en habitude. La voiture, devenue le mode dominant, reste le modèle de déplacement pour beaucoup d'usagers. Donc ça, c'est très dur à faire changer ces habitudes. Donc on peut j'ai mis cette illustration en dernier slide. Comment faire changer ces habitudes? Ça, c'est à Montpellier. On peut les faire changer par l'aménagement aussi. C'est-à-dire que ça, c'est un bon moyen de faire changer les habitudes, c'est-à-dire apporter un peu plus de contraintes, avoir une vraie politique volontariste, apporter un peu plus de contraintes aux automobilistes. Et ça en est l'illustration même. C'est un aménagement qui date de cet été. Sur un gros boulevard, bon, le tramway c'est la ligne 3, 2 à ce niveau-là, donc elle a déjà 10 ans, mais la mise en place de la piste cyclable, ça date de cet été. Donc on supprime une voie à la voiture, on crée un engorgement pour les voitures, et donc on crée un peu plus de contraintes, et c'est là où progressivement les usagers vont changer leurs habitudes, parce qu'ils vont voir qu'en voiture, ça marche plus tellement, on attend au feu, on s'énerve, alors qu'en vélo, aujourd'hui la piste elle est un peu déserte, il faut bien le dire, mais c'est comme ça qu'on va faire en sorte que ces habitudes pourraient changer. Voilà, je vous remercie. Dans le genre, Marc Minier n'est toujours pas là. Et donc c'est un peu gênant parce qu'il nous avait promis d'être là, mais je pense qu'il a quand même un empêchement majeur. Alors je vais laisser quand même Chiara présenter le vieux Biclou. Elle ne pourra peut-être pas parler de l'histoire du vieux Biclou parce qu'elle est trop jeune, mais quand même elle va vous dire ce que c'est que le vieux Biclou pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut s'avancer.
Je ne sais pas s'il y avait une question. Ouais, j'avais une question. Est-ce que vous avez des exemples de réussite de l'apaisement de la vitesse en ville? Parce que moi, je suis un petit peu sceptique et j'ai du mal à imaginer que les mairies acceptent de baisser la vitesse à plein d'endroits et que ensuite, a fortiori, ce soit aussi accepté par les automobilistes. Oui, je pense que cette question est importante, vous avez raison de la poser, on va y répondre un peu plus tard. On va laisser juste on l'a bien noté. J'y répondrai. Avancez à la lumière, s'il vous plaît. D'accord. Alors, désolé pour ce contretemps. Je suis un peu mal placée pour vous présenter le point de vue du vieux Biclou concernant le développement du vélo à Montpellier ces 20 dernières années, parce que je ne suis à Montpellier que depuis à peine 3 ans, et je suis coordinatrice du vieux Biclou depuis à peine 3 mois. Donc, peut-être pour les points de vue, Marc Migny nous rejoindra peut-être tout à l'heure, il pourra compléter ça. Moi, ce que je vais faire surtout, c'est vous présenter nos activités. Et du coup, je rebondis un peu sur ce qui vient d'être dit, comment encourager les gens à faire du vélo. Et c'est justement notre vocation de remettre ou de mettre les gens en selle. Donc, le Vieux Biclou, c'est un atelier participatif et solidaire de réparation vélo qui est né en 2015. De la bonne initiative de 3 copains qui ont constaté que pour faire du vélo, il faut également se sentir à l'aise avec son véhicule. Et partant du constat que beaucoup de personnes roulent avec des vélos qui ne sont pas forcément bien gonflés ou autres et qui du coup abandonnent parce qu'ils ne sont pas à l'aise, ils ont commencé de se regrouper d'abord chez eux à la maison et de mutualiser les outils, les compétences de réparation, et petit à petit, ça s'est agrandi. Donc aujourd'hui, nous comptons 2 ateliers, un situé au centre-ville, au quartier des Beaux-Arts, et l'autre à la faculté des sciences de l'université de Montpellier. Donc nous avons un atelier dont l'objectif est justement que les personnes puissent venir réparer leur vélo seules, participatif et solidaire, c'est-à-dire que les adhérents, ce sont les adhérents qui ouvrent l'atelier, il n'y a pas de spécialiste, de technicien présent lors des ouvertures. Les adhérents s'entraident pour réparer leur vélo, etc. Nous proposons également d'autres services pour encourager les gens, la population à reprendre le vélo, à savoir des sessions d'initiation à la mécanique, déjà pour se sentir à l'aise dans ça, et des vélos écoles, mais également le gravage piscicode, et ça revient un peu à ce qui a été dit, lutter contre la peur du volet. Donc le gravage, c'est on grave un numéro unique sur le cadre du vélo qui est partagé au niveau national. C'est surtout une mesure dissuasive, vu que les vélos gravés, volés, sont difficilement revendables, et en plus ils sont traçables de manière plus aisée. Aujourd'hui, nous comptons un peu plus de 640 adhérents. Et à côté de ces ateliers participatifs et solidaires, nous avons également 3 salariés, dont moi, dont l'objectif est d'encourager les plans de déplacement en entreprise, sachant que les organisations publiques et privées ont également un rôle important à jouer dans la promotion des déplacements, des modes de déplacement écolomiques et favorables à la santé, vu qu'ils génèrent beaucoup de déplacements, déplacements domicile-travail, déplacements professionnels, mais aussi de marchandises. Je finis la présentation et je le laisserai compléter. Tu veux peut-être me rejoindre? C'est lui. Marc Migny est arrivé, donc notre président. Tu arrives à pic. J'ai présenté les activités du Vieux Biclou. Du coup, je te laisse peut-être présenter ton point de vue sur l'évolution de l'association, vu que donc, en tant que président, tu es aussi présent à l'association depuis plus longtemps, et l'évolution du vélo à Montpellier. Approchez-vous à la lumière, s'il vous plaît. Je vais même Donc, bonjour, Marc Migny, président en titre depuis que j'ai eu le malheur de sortir au moment où ils ont fait le vote pour trouver un nouveau président. Et quand je suis revenu dans la salle, c'était moi qui avais été élu. Il ne faut jamais sortir de la salle. Attention, pas président par défaut, donc impliqué dans le bureau depuis 8 ans. Et en fait, on a simplement, au moment du renouvellement des cadres,
il s'est avéré que les fondateurs initiaux se sont tous eu des idées un peu saugrenues, genre fonder une famille, trouver un boulot et tout ça. Donc à partir de là, on a eu 2 phases de renouvellement on va dire des cadres dirigeants. Et c'est comme ça que je suis président depuis 6 ans du Vieux Biclou, parce que moi, la famille, le boulot, tout ça, c'est déjà fait. Donc, on va dire que j'étais un peu plus disponible. En quelque sorte. Donc, membre du Vieux Biclou depuis à peu près 9 ans. Le Vieux Biclou a 12 ans, moi, je suis là depuis 9 ans. Membre du bureau depuis 8 et président depuis 6. Bon, à chaque fois que j'essaie de refiler le truc à quelqu'un d'autre, c'est marrant. Il n'y a jamais personne. Alors, je ne sais pas ce que Clara, notre nouvelle coordinatrice, vous a dit sur les activités, sinon... Présenter l'atelier, les prestations d'adhérents, les prestations professionnelles. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au départ, ça a démarré à 40 adhérents dans un garage. Maintenant, on est 640, sachant que nous, on est en roulement. On est 640 adhérents en flux tendu. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire régulièrement, on tourne à plus de 600 adhérents par an. Ça, c'est sûr. Avec une particularité, c'est qu'on a quand même facilement un tiers d'adhérents qui sont de type étudiants. C'est pour ça qu'on a même carrément monté un système de cotisation, à savoir cotisation sur 6 mois pour des interventions ponctuelles. Mais sinon, on a un noyau dur d'une centaine de 100 à 150 adhérents permanents, c'est-à-dire qui renouvellent tous les ans. Et par contre, on a un gros turnover. Ce qui est sûr, c'est que ça change des 50 adhérents disons, des premières années. Donc, quoi qu'on dise, on a vraiment, nous, noté en fait 2 phénomènes. Une augmentation du nombre d'adhérents permanents, du nombre d'adhérents au total, et surtout une augmentation, ça c'est plus particulier, une augmentation de la qualité des vélos. Au départ, tout le monde venait avec des trucs pas innommables, mais pas loin. En gros, c'était un vélo, quoi, ça roulait, quoi. Il y avait 2 roues, plus ou moins des freins, plus ou moins des vitesses et tout. Mais là, par contre, c'est un élément qui est assez essentiel, c'est qu'on a noté vraiment une augmentation, une amélioration certaine de la qualité des vélos utilisés. Donc les gens font maintenant l'effort d'avoir des vélos un peu plus fiables, un peu plus costauds, et on le voit réellement tous les jours. Donc pendant les permanences, on voit réellement qu'il y a des vélos de plus en plus corrects. Ça c'est le 2e point. Et le 3e point, en été surtout, ça déborde. C'est-à-dire qu'on a un atelier qui fait quand même, l'atelier lui-même fait 50 mètres carrés. En été, il n'est pas rare d'avoir une dizaine ou une quinzaine de vélos en réparation sur le trottoir. Bon, les voisins apprécient moyennement la chose. En gros, ils ont quand même un peu de travers à savoir. Mais sinon, réellement, il y a une augmentation réelle du besoin, de la demande et du nombre de vélos entretenus par le public. Bon, je pense que vous aurez posé des questions plus tard à propos du public. Donc j'ai oublié de préciser notre prochain rendez-vous en tant que Vélocité, ça sera je crois le 22 novembre. Là, on va faire un Gazette Café, enfin on ne sait pas trop comment ça s'appelle au Gazette Café, donc on fera une table ronde. Si vous laissez votre adresse mail sur le cahier là-bas, et surtout si vous adhérez à notre association, pour une somme modique, finalement, moins de 10 €. Et vous pourrez participer à nos réunions, on se réunit périodiquement, on aurait besoin de beaucoup de forces vives pour organiser diverses actions auxquelles on a pensé, mais pour lesquelles on n'a pas forcément les moyens de les développer assez précisément. Et enfin, je voulais vous préciser une dernière chose, il y a Cathy ici qui représente Alternativa. Demain, il y a la journée, parce qu'on a fait une Vélorussion ensemble hier ou avant-hier, enfin voilà, et demain, ils ont une journée avec un pique-nique dans le domaine du château à Grabel. Voilà, donc vous êtes cordialement invités. Si vous voulez avoir plus de précisions sur cette journée Alternativa, vous pouvez aller voir Cathy qui sera dans le fond de la salle, voilà, qui se lève actuellement. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Frédéric. Donc voilà.
bonsoir à tous. Merci de m'avoir invité. C'est avec un plaisir que je retrouve cette ville que je connais un tout petit peu pour y avoir passé même des vacances étant enfant, parce que j'ai un peu de famille dans cette ville. Et je vais ce soir tenter de vous parler, pas beaucoup de Montpellier, non, mais de Montpellier dans le mouvement français, européen, même mondial, de renouveau de la bicyclette. Pour le comprendre, il faut prendre un recul historique important et géographique aussi, c'est-à-dire regarder ce qui se passe ailleurs. Bon, très simplement, on va commencer par les années 30. Je pourrais commencer avant, mais bon, ça nous mènerait trop loin. Je veux d'abord vous rappeler que dans les années 30, la France était un pays tout à fait cycliste, aussi cycliste que l'Allemagne, par exemple. Quelques éléments pour comprendre cela. En fait, le vélo est mis au point à peu près en 1891. Le vélo moderne est à peu près au point. Il est le produit de centaines de brevets déposés. C'est une merveille de mécanique. C'est un objet grand public, parfaitement moderne et très sophistiqué pour l'époque. 1500 pièces, parfaitement ajustées. Enfin. Ce vélo ne va pratiquement plus changer depuis lors. Ce n'est que récemment que l'innovation a repris dans le domaine du vélo urbain. Ce vélo, au départ, il est très cher. Pour vous donner une idée, il coûte à peu près, vers 1891, à peu près 7000 €, hein, pour vous donner une idée. C'est donc un objet coûteux qui est réservé aux gens fortunés, à la bourgeoisie, on va dire. Mais très vite, son prix va baisser. En nombre d'heures de travail nécessaires pour l'acheter, il coûte, 40 ans plus tard, il coûte 10 fois moins cher. Donc à peu près 700 €. Vous voyez, ça coûtait à peu près 700 € un vélo dans les années 30. Et il devient accessible aux familles ouvrières, mais aussi paysannes, enfin à tout le monde, en fait. Il se démocratise. Et dans chaque famille française, on a au moins un vélo. Parfois deux, parfois non, quand on habite assez près de son lieu de travail, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc vous avez compris, ce vélo, il sert essentiellement à aller au travail, mais aussi pour toutes sortes d'usages. On l'utilise à tout, pour aller voir la famille, pour les loisirs, pour tout. Et là, je vous ai mis une photo, une sortie d'usine. On est dans les années, au tout début des années 50. Donc, vous voyez, pour aller à l'usine, on a des marées de cyclistes, des embouteillages de cyclistes. Et les plus âgés ici ont peut-être connu des sorties d'usine ou des sorties de bureaux noirs de cyclistes. Ça a duré jusque dans les années 60 et dans certaines villes ouvrières jusque dans les années 70. Par exemple, Valenciennes, je sais pas moi, Saint-Nazaire, Saint-Étienne, vous voyez, des villes comme cela, on a eu beaucoup de vélos assez tard. Sur ce graphique, là, ces barres bleues, on voit, ça c'est simplement le nombre de vélos pour 1000 habitants en Europe en 1928, vous voyez, dans l'entre-deux-guerres, on voit que la France est parfaitement dans la moyenne européenne et tout à côté, enfin, a autant de cyclistes que l'Allemagne. Aujourd'hui, il y a 4 fois moins de cyclistes en France qu'en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai découvert ça, franchement, je n'avais pas la réponse. Vous allez la découvrir. Encore un mot quand même sur ce cargo-cycle, on dirait aujourd'hui, hein, ce triporteur, on disait à l'époque, tout commerçant avait un triporteur pour des livraisons, quoi. Vous voyez, c'était très répandu. Bon, entre 1950 et 1975, dans tous les pays d'Europe, j'ai bien dit tous, en tout cas tous les pays suffisamment riches pour avoir pas mal de vélos dans les années entre deux guerres, tous les pays connaissent un effondrement de l'usage de la bicyclette. Je vous ai mis exprès quelques exemples. Je vous ai mis les Pays-Bas, ici. Peu importe. Les Pays-Bas, ici, on voit que ça dégringole
aussi vite qu'ailleurs, mais un peu plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'industrie automobile, du moins pas au début. Mais assez vite, ils vont se mettre, à partir des années 60, à fabriquer des petites voitures, de marque DAF, et aux Pays-Bas comme ailleurs, dès qu'ils peuvent accéder à la voiture, eh bien, la pratique va s'effondrer. J'ai bien dit s'effondrer. Bon, on voit les chiffres de la Grande-Bretagne ici, de quelques villes. Ici, les villes des Pays-Bas, beaucoup de villes des Pays-Bas. On voit Amsterdam, où le trafic baisse divisé par 3, le nombre de cyclistes. Berlin, divisé par 10. Copenhague, divisé par 10 aussi. Enfin, partout. Et la France, vous me direz, il n'y a pas de chiffres. En fait. On n'a pas de chiffres pour la France. Car on se désintéressait tellement déjà du vélo en France, on n'a aucune statistique. Vous allez me dire, mais alors comment je sais qu'en France ça a été pareil? Bon, je ne fais pas, il y a plein de choses qui expliquent cela. Disons que notre pays ressemble beaucoup à la Grande-Bretagne. Bon, je ne peux pas trop détailler, mais on a connu vraisemblablement une chute assez rapide et assez tôt, comme en Grande-Bretagne. Comment expliquer cette chute? En France, il s'est passé une chose qui ne s'est pas passée, disons, avec la même intensité ailleurs, c'est ceci. Vous avez compris, c'est l'arrivée du deux-roues motorisé. Alors, le deux-roues motorisé en France, ça a été un success story extraordinaire. Et je sais ici que Montpellier est une ville où il y a beaucoup de deux-roues motorisés qui ont encombré l'espace public. Enfin, on va en reparler, parce que c'est important. En tout cas, qu'est-ce qui a tué le vélo en France? D'habitude, on pense c'est la voiture. C'est un peu plus compliqué. C'est d'abord le deux-roues motorisé. Nous avons été, Cocorico, le premier constructeur mondial de deux-roues motorisés entre 1954 et 1960. Ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas le Japon, ce n'est pas l'Allemagne qui a fabriqué les deux-roues motorisés de l'époque, c'est la France, avec 3 modèles qui ont été fabriqués en masse, à petit prix. D'abord, le Solex, dès 1946, la MOB, la mobilette bleue, la MOB, des ouvriers, que les ouvriers vont massivement acheter, en 49, à partir de 49, et dans les années 50, Peugeot rejoint le tandem, si je puis dire, du Solex et de la mobilette, et ces 3 modèles vont rafler tous les suffrages, presque. Alors tout va être bon pour vendre. Alors, le public cible, c'est les cyclistes, très clairement les cyclistes. Il s'agit de motoriser les cyclistes. D'ailleurs, le slogan du Solex, c'est un vélo avec un bon petit vent arrière permanent. Non, pardon, ça c'est pour la MOB. Pour le Solex, c'est un vélo qui roule tout seul. La bicyclette qui roule toute seule, c'est le Solex. Vous voyez, donc on vise le cycliste, motoriser le cycliste. La pub quadrichromie commence à faire son apparition dans les années 60, et on l'utilise, mais oui, vous avez reconnu, c'est Johnny. C'est Johnny, on lui a donné une Paloma Super Strada gratos début des années 60 pour que l'idole des jeunes montre la voie. Parce que pour draguer, il fallait être en deux roues, vous avez compris, Alors, donc le vélo, lui, est complètement ringardisé. Bon, la voiture va quand même avoir ensuite un effet non négligeable, c'est-à-dire qu'elle va croître à toute vitesse, à peu près au rythme de 10% par an entre 1950 et 1975. 10% par an, ça vous paraît peut-être pas beaucoup, c'est absolument énorme. Ça veut dire qu'en 25 ans, le parc automobile a été multiplié par 6 en 25 ans, une génération. Et donc les villes vont être complètement envahies peu à peu de voitures. Montpellier, un peu plus tard que les autres villes, et ce qui explique que Montpellier soit un peu en retard aujourd'hui pour le retour du vélo, on y reviendra, mais cet envahissement va être général et il va susciter des réactions importantes. Alors je vois des gens qui photographient tout ça c'est public, vous l'aurez. On mettra sur le site de Vélocité. Voilà,
ce sera sur le site de Vélocité, ce sera de meilleure qualité que vos photos, je pense. Bon. Oui, parce que moi je suis payé par vos impôts, donc c'est service public, ça. Et les miens aussi, d'ailleurs, je me paye. Bon, alors, cet envahissement automobile va être extrêmement rapide et mortifère. Il faut que je parle un peu de l'insécurité routière qui va naître de tout ça. D'abord, le deux roues motorisé va générer une hécatombe, le mot n'est pas trop fort, terrible, parce que pourquoi le deux roues motorisé a eu tant de succès en France? C'est parce qu'on l'a laissé faire, parce qu'il y a eu un laxisme des autorités considérable, alors que ce mode est très dangereux. Je pèse mes mots. Quand vous êtes, jusqu'en 56, vous pouviez en France, sans aucune limite d'âge, sans casque, sans limite de vitesse, rouler donc sur un deux roues motorisé. Je ne sais pas, par exemple à 12 ans, vous pouviez rouler à 70 à l'heure, parce que c'était possible. Voilà, sans aucun problème, sans aucune limite. Bon, évidemment, ça a généré quelques morts. Pour tout vous dire, au plus fort de la mêlée, on a eu entre 1965 et 1975, on avait 2500 morts par an, rien qu'en deux roues motorisées, en France. Vous avez compris, ça s'appelle un scandale de santé publique, et c'est gravissime, quoi. Ça a été gravissime. La voiture a aussi généré énormément de morts, ça c'est plus connu, et on est monté jusqu'à 17 000 morts, en fait, même 18 000 à vrai dire, 18 000 morts en 1973, avant qu'on réagisse enfin, par an. Bon, donc, des morts, un envahissement de la voirie incroyable. Il faut comprendre que tous les trottoirs, toutes les places publiques, tous les terre-pleins centraux, enfin tous les espaces possibles étaient envahis par la voiture dans les années 60. Dans une ville comme Paris, même les plus belles places aujourd'hui, que vous connaissez peut-être un peu Paris, vous avez, je sais pas, la place Vendôme, la place devant l'hôtel de ville, la place devant la Tour Eiffel, enfin, toutes les belles places de Paris étaient totalement envahies de voitures en stationnement illicite, quoi. Il n'y a qu'à regarder, à Montpellier, il y a encore pas mal d'endroits où le stationnement n'est pas encore très cadré. Donc, si vous laissez faire la voiture, elle prend toute la place qu'on lui donne, enfin qu'on lui donne officieusement. Et donc, danger, envahissement des espaces publics, évidemment bruit. Les deux roues motorisées font énormément de bruit, pollution. Les gens ont dit stop, on n'en peut plus. Qui a commencé par dire stop? Eh bien, évidemment, les pays les plus anciennement urbanisés, ceux qui ont une culture urbaine très ancienne. Quels sont les pays les plus anciennement urbanisés en Europe? Il y en a deux. C'est d'abord l'Italie du Nord, dès la Renaissance, en Toscane, par exemple, vous aviez 45% des gens qui vivaient dans les villes, au XVIe siècle. Ok? Aux Pays-Bas, dès le XVIIe siècle, vous aviez plus de la moitié des gens, en 1650, plus de la moitié des gens vivent dans des villes aux Pays-Bas, qui était le pays le plus développé au monde à l'époque, le plus riche. Dans ces deux pays, comme par hasard, c'est dans ces deux pays qu'on a dit en premier stop à la voiture. Il faudrait peut-être essayer de la cadrer, un peu, de faire en sorte qu'elle n'envahisse pas tout, qu'elle ne tue plus les enfants, par exemple, qui jouaient bêtement dans la rue, qui se faisaient écraser. Donc il va y avoir des manifestations de toutes sortes. Alors je vous ai mis quelques exemples. On va voir d'abord, ça s'est passé en 1966, il s'agit des Provos. Les Provos, alors bon, c'est un groupe, comme son nom l'indique, de provocateurs, des sortes d'anarchistes, mais des anarchistes un peu particuliers, avec beaucoup d'humour. Sûrement peut-être, d'habitude les anarchistes, j'en sais rien, mais ceux-là avec beaucoup d'humour. Et toutes les semaines, ils faisaient une action
il y avait toujours du blanc dans leur action, il y avait toujours quelque chose en blanc. Et à chaque fois, ils remettaient en cause un pan de notre société de consommation. Et c'était un happening, on disait comme ça à l'époque, qui tenait en haleine toute la presse mondiale. Et un jour, ils ont dit, et si on mettait gratuitement sur la voie publique des vélos blancs à disposition des habitants et qu'on enlevait toutes les voitures du centre-ville d'Amsterdam. Mais en 1966, ils lancent cette idée et les gens sont stupéfiés, quoi. À l'époque, il faut imaginer que la voiture, c'était sacré, quoi. C'était le progrès. Soudain, écorné comme ça, le progrès, en disant mais non, c'est peut-être autre chose qu'il nous faut. Je veux dire, le monde entier était stupéfié. Bon, je ne peux pas vous raconter tout. On va raconter cette action-là. On est en 1971, 5 ans plus tard. Et un journaliste de renom a son fils écrasé par une voiture. Bon, évidemment, il est bouleversé et de rage, il écrit un article intitulé Stop the Kindermord, qui veut dire, ce ne sont pas les seuls mots de néerlandais que je connaisse, ça veut dire halte au meurtre des enfants. Et aussitôt, ça soulève une indignation effectivement dans tout le pays, et le pays se dit il faut absolument faire quelque chose. Une association qui porte ce nom se crée immédiatement, et plein de gens adhèrent à halte au meurtre des enfants. Imaginez que l'association, au lieu de s'appeler Vélocité, s'appelle, je ne sais pas moi, halte au meurtre des cyclistes. Il faut avoir un sacré culot. Bon, et les manifs ont lieu dans tout le pays. Les autorités sont bien obligées de réagir. Ils commencent à se dire, oui, il faut faire quelque chose. Et donc, il y a encore tout un contexte qu'il faudrait détailler. Je ne peux pas tout détailler. Il y a la crise de l'énergie, surtout, qui arrive en fin 73. Et là, il y a des dimanches sans voiture qui vont être instaurés parce que les Pays-Bas soutiennent Israël et va être boycotté par les pays de l'OPEP. Bon, enfin bref, plein d'épisodes qui expliquent que les Pays-Bas ont fini par se dire il faut faire refluer cette voiture. Les urbanistes s'emparent du sujet, enfin, on va le voir. En 1976, vous avez une manif de cyclistes à Amsterdam qui recueille 9000 cyclistes quand même, dans Amsterdam, vous voyez, qui se bougent aussi. Donc vous avez compris, ce n'est pas qu'une question de cyclistes, c'est une question de piétons, de faire reculer la voiture, et le mot d'ordre des cyclistes n'est pas du tout on veut des aménagements cyclables. Ils disent on veut des rues calmées, on veut réduire la vitesse des voitures. C'est ça qu'ils demandent. Et donc on va répondre, je vais répondre à la question tout à fait pertinente qui a eu lieu avant, là, qui était posée avant. Car est-ce qu'il faut réduire la vitesse? Est-ce que c'est la question clé? Je réponds très clairement, oui. C'est une question absolument clé, majeure. Je vais donner d'autres arguments. Et puis là, il y a un vieux monsieur absolument étonnant qui s'appelle Agigi Mouna. Bon, alors là, peut-être que certains, dans les milieux anarchisants, et certains l'ont vu. Oui, c'est une sorte de philosophe des rues, on pourrait dire. Il avait tout un discours. Donc vous avez assisté à ces discours? Ah, plusieurs, oui. Oh, c'est extraordinaire. Et alors chaque fois qu'il y avait une manifestation, il était là. Oui, il était là, mais en plus, il haranguait les gens, on leur disait, alors moi je ne l'ai hélas pas entendu, mais on m'a raconté, enfin, il avait tout un discours anti-voiture, pro-vélo, et il avait même quelqu'un qui, dans la salle, a quelques exemplaires de sa publication. Qui ça? Oui. Ah, ça m'intéresse. Enfin, bref. Je vais pas avoir une vidéo de lui. Mais il faudra, c'était sur VHS. Donc, alors. ce type a joué un rôle plus important qu'on pense. Il a, dès les années 60, quelque part semé une petite graine, et si le vélo avait un avenir malgré sa déconfiture énorme qu'il vivait à l'époque, la chute partout de sa pratique.
il disait mais non, le vélo ça a un avenir. Il avait aussi un triporteur, enfin bref. Et là, on est en 72, ou peut-être un peu plus tard, mais il se trouve que la première manif à vélo aurait, hein, je ne suis pas absolument sûr de moi, mais plusieurs personnes affirment que en mai 72, des Amis de la Terre auraient, et Brice Lalonde, auraient inventé la toute première manif à vélo. Donc vous voyez, c'était un mouvement qu'on retrouvait dans toute l'Europe et même aux États-Unis, avec le power flower, c'est-à-dire le pouvoir des fleurs, le mouvement hippie, enfin, on pourrait raconter beaucoup de choses. Bref, il y a une critique de la société de consommation, du tout automobile, une réhabilitation du vélo, une critique aussi de l'envahissement des rues par la voiture, les problèmes de sécurité des enfants. Vous voyez que tout est lié en fait et qu'on ne peut absolument pas isoler la seule question du vélo dans cette affaire. Et à vrai dire, vous avez compris, le but à l'époque n'était absolument pas de relancer le vélo. Le but d'abord, c'était de sécuriser les rues et de retrouver de l'urbanité, du plaisir de vivre en ville, quoi. Concrètement, comment ça s'est fait? Vous voyez, dès 1969, de jeunes urbanistes vont, à la demande des habitants de Delft, aux Pays-Bas, Delft, vous savez, une petite ville charmante, pleine de canaux, forcément, comme souvent aux Pays-Bas, et les habitants ont dit, bon, ça suffit, toutes ces voitures, on veut que nos enfants puissent jouer dans la rue. Et les urbanistes ont inventé ce qu'on a appelé la cour urbaine. Cour urbaine. Alors, c'est une mauvaise traduction de wonerf. Wonerf veut dire en néerlandais, non pas cour urbaine, mais cour d'habitation. Wohn, c'est le wohnung, c'est l'habitation. Alors on se dit, attendez, la rue, cour d'habitation, oui. C'est un autre rapport à l'espace public aux Pays-Bas. C'est l'idée que la rue, c'est la continuité du logement. Et que les enfants ont le droit de jouer dans la rue parce que c'est encore quelque part un lieu semi-privé, hein, public, mais encore un peu, appartenant encore un peu à la maison. Et à cause de cela, ils vont appeler ça wonerf, donc cour urbaine. Et vous voyez, l'idée, c'est d'enlever les trottoirs, on met tout à niveau, les voitures ont le droit de circuler, mais au pas, et en moins de 10 km/h. Il y a quelques places de stationnement et les enfants ont le droit de jouer au milieu. Sauf que ça, c'est plébiscité par les habitants, mais ça coûte cher de refaire toute la voirie. Donc très vite, ils vont se dire qu'il faut trouver une solution intermédiaire, moins coûteuse. Et on va inventer la zone 30. C'est aux Pays-Bas qu'on va inventer la zone 30. Dès 1974, on expérimente. En 1976, elle est dans le code de la route. Vous voyez ? Et très vite, les Pays-Bas vont généraliser les zones à trafic apaisé, les zones 30, les cours urbaines. Chez nous, on dirait zone de rencontre pour les cours urbaines. Donc nous, on a introduit dans le code de la route la zone de rencontre 32 ans après les Pays-Bas, mais on l'a fait, vous voyez. Bon. Alors, les Pays-Bas vont être suivis assez vite par l'Allemagne, qui, à côté, observe tout ça. C'est un pays aussi assez anciennement urbanisé, il faut bien le dire, assez dense, et qui observe tout ça avec grand intérêt, qui vont, comme souvent les Allemands, ils vont théoriser le truc. Et ils vont donner un nom à tout ça. Ils vont appeler ça Verkehrsberuhigung, ce qui veut dire littéralement la modération de la circulation. Ça va être traduit en anglais par traffic calming, hein, le trafic calmé, ce qui est une façon un peu plus imagée, mais bien sympathique d'en parler. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On est en 78 à Stuttgart. Et vous voyez, ils se sont amusés. Bon, on est sur la Grande Place. Il y a plein de voitures en stationnement en désordre, sur la Grande Place. Voilà. On avait le droit de stationner n'importe où. Tout le monde se permettait de stationner absolument n'importe où, à l'époque. Donc ils se sont amusés à mettre des carrés de gazon sur les voitures pour montrer. Et on pourrait faire autre chose de cette place que de mettre seulement des voitures. Bon, tout ce mouvement en Allemagne va être très puissant. Il va surtout culminer dans les années 80. Et très vite, ils vont faire le raisonnement suivant. Une rue 30, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'on ne comprend pas pourquoi dans cette rue et pas dans la rue voisine.
une zone 30, c'est-à-dire au niveau d'un quartier, bon, c'est déjà mieux, mais c'est pas très logique non plus, parce que pourquoi par exemple, le centre de Montpellier est en zone 30, mais pas les quartiers limitrophes, alors que l'urbanisme n'est pas tellement différent. Donc, en fait, la seule chose qui ait du sens, c'est la ville 30. Hein, les zones 30 généralisées. Vous me direz, oh là là, mais où va-t-il? Ça existe partout, dans tous les Pays-Bas sont en ville 30. Toutes les villes des Pays-Bas sont des villes 30. Ok? Bon, ça on ne le sait pas, mais voilà, c'est le cas. En Allemagne, c'est bien plus complexe parce que les Länder, c'est-à-dire les régions, sont autonomes. Je rappelle, l'Allemagne, elle est fédérale. Hein. Bon, donc, les Länder ont la liberté de faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc, certains cofinancent les villes 30, d'autres non, etc. Bref, il y a toutes les situations possibles, mais il y a beaucoup de villes 30. Une ville comme Berlin est une ville 30. Cologne, Munich, enfin, on a de grandes villes qui sont aussi des villes 30. Et en France, on a Grenoble, par exemple. Ça y est, depuis 2016, toute la ville a basculé en zone 30. L'agglo, hein, pas seulement la ville-centre. L'agglomération, sauf 2-3 communes, il y a encore quelques réticents, mais c'est tout à fait marginal. Et il y a aussi l'Orient, et il y en a de plus en plus des villes 30. Et beaucoup de villes en France veulent arriver à généraliser les zones 30. C'est le cas, enfin, beaucoup de villes annoncent cela. Angers voulait le faire assez vite, la municipalité a changé, mais ils reprennent néanmoins le projet. Lille veut étend peu à peu ses zones 30, il y a au moins la moitié des quartiers qui sont en zone 30 dans l'agglo lilloise, etc. À Strasbourg, j'en passe et des meilleurs. Paris voudrait y arriver dès 2020, etc. Montpellier, non, je crois pas. Alors, Montpellier est en retard, là, mais bon, c'est pas rédhibitoire. On va y revenir. L'Italie, elle est là. Ça, c'est ce qu'on appelle une ZTL, zone à trafic limité. C'est une invention de Ferrare dès 1969, exactement comme au même moment que Delft, qui inventait la cour urbaine, les Italiens ont inventé la zone à trafic limité. Et l'ont expérimenté à Ferrare, dans une grande partie du centre-ville. Qu'est-ce que c'est? Du jour au lendemain, ils ont interdit cette zone au trafic auto, sauf les ayants droit. Mais les ayants droit, c'est 5 fois moins de voitures qu'avant. Les ayants droit, c'est qui? C'est logiquement les taxis, les services de secours, les livraisons, les riverains quand même, il faut bien qu'ils puissent arriver jusque chez eux. Donc, mais quand on met ces ayants droit, c'est à peu près 5 fois moins de voitures qui, du jour au lendemain, n'occupent plus l'espace public. Ça a été fait par dérogation, 69, puis d'autres villes ont été intéressées, elles s'y sont mises aussi, et en 1989, l'Italie a entériné toutes ces ZTL, il y en avait déjà une cinquantaine en 89, et a promulgué une loi rendant possible, officielle, l'existence de ce type d'aménagement. Avant, ce n'était que les dérogations. Ok, donc voilà, les ZTL, vous en avez maintenant, on ne peut plus les compter, il y en a tellement que toutes les villes, en gros, ont leur centre historique, et souvent bien plus large que le centre historique, interdit aux voitures. À Bologne, par exemple, c'est 4 km² quand même, qui sont interdits aux voitures, sauf les ayants droit. Et ça vous change une ville. Ils nous parlent toujours pas de vélo. Eh ben, voilà. Je suis en train de vous expliquer que quand on calme le trafic, le mode de déplacement qui en profite le plus, c'est toujours le vélo. Et toujours très fortement le vélo. Donc, je résume, que ce soit aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et ailleurs, chaque fois on a, vous voyez, la priorité, ce n'était pas de faire des aménagements cyclables,
La priorité, c'était de calmer le trafic automobile, à la fois réduire le volume des voitures en circulation, mais aussi leur vitesse. Hein, deux aspects, volume et vitesse. Et à chaque fois qu'on fait ça, le mode de déplacement qui en profite le plus et de loin, c'est le vélo. Toujours le vélo. Alors, en Italie, c'est particulièrement net, parce que dans beaucoup de ces villes, on n'a pas fait du tout d'aménagement cyclable. Par exemple, Bologne n'a pas fait. Enfin, au début, il n'était pas prévu de faire des aménagements cyclables. Et puis, comme on a vu une explosion de l'usage du vélo dans ces ZTL, ils se sont dit, oui, faut peut-être accompagner cet essor en faisant des aménagements cyclables. Et donc, Ferrare, maintenant, un bon réseau, mais d'autres villes aussi. On a des coûts modales qui n'ont rien à envier aux Pays-Bas, dans certaines villes d'Italie du Nord. Ferrare, on est à 28% de part modale, c'est vraiment autant qu'aux Pays-Bas. Au Ferrare, on a, je sais pas, Parme, on a plein de villes, de petites villes, de toutes ces petites villes de la plaine du Pô, mais aussi de Toscane, qui ont des parts modales tout à fait intéressantes. Et la France, la France, elle a quand même fait un truc assez intéressant, que nous envient beaucoup de pays, c'est le retour du tramway. Et Montpellier en est un bon exemple. Alors bon, pourquoi on est passé, pourquoi on n'a pas fait beaucoup de modération de la circulation, pourquoi on est en retard sur la modération de la circulation, mais qu'on est, en revanche, plutôt en avance sur le retour du tramway. Je dirais, oui, mais en Allemagne, ils ne l'ont pas supprimé, en Suisse non plus, etc. Alors, il faut nuancer ça, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'en France, on a supprimé tous nos tramways, sauf trois lignes. Mais en Allemagne, ils ont supprimé plus de kilomètres de lignes qu'en France. Comment ça? Eh bien, parce qu'ils avaient en fait des réseaux très développés, dans beaucoup de villes, et qu'en réalité, ils ont supprimé au moins la moitié de leur réseau, non pas l'entièreté des réseaux, mais plein de petites lignes, plein de petits machins. Ils n'ont regardé que les lignes principales dans quelques villes, et dans certaines villes, ils ont carrément aussi supprimé tout le réseau. Enfin bon, on ne peut pas rentrer dans ces détails. Bref, tout ça pour dire que la France était très en retard pour les transports publics dans les années 60, se disait qu'il fallait absolument renouveler, que tout ne pouvait pas se faire en voiture, en tout cas. Très vite, on a chiffré, on s'est dit, mais il y a au moins 30% de la population qui ne peut pas accéder à la voiture, soit parce qu'ils sont trop jeunes, soit parce qu'ils ont des handicaps, soit parce qu'ils sont trop pauvres. Bon, et 30% de la population, il faut faire quelque chose. Vous avez compris, dans les années 70-80, on revitalise les transports publics, mais c'est pour les pauvres, en gros, pour les captifs des transports publics, on disait à l'époque. On le dit encore, et on va quand même réussir, on va faire des tramways, des métros dans les villes millionnaires, et puis très vite on s'est dit, dans les villes moins grandes, un métro c'est quand même très coûteux, et on s'est orienté vers le tramway. Je ne vais pas faire toute la saga du tramway, là vous avez celui de Strasbourg. J'habitais dans cette ville dans les années 80, lors du débat, est-ce qu'il faut faire un tramway ou un métro? Comme vous savez, il y a un tramway. Ça veut dire qu'on a gagné. On a gagné parce qu'on avait bien compris que si on faisait un tramway, on calmait le trafic auto et qu'on permettait, en calmant le trafic auto, de relancer le vélo. Vous avez compris? Vous voyez, on ne peut pas comprendre, on ne peut rien comprendre en fait, au vélo sans s'intéresser à tous les autres modes de déplacement. On a déjà parlé des deux roues motorisées, du tramway, de la voiture. Je pourrais aussi vous parler des piétons d'ailleurs, parce que souvent les cyclistes sont d'anciens piétons en fait. Bon, bref, ces villes-là, à tramway, elles vont donc relancer les transports publics. Je vais détailler un peu en parlant du cas de Strasbourg d'abord, et il est très vraisemblable que Montpellier soit une ville similaire. Alors je m'explique. À Strasbourg, qu'est-ce qui s'est passé? Comme vous savez, on l'a vu, là, c'est une ville où il y a pas mal de cyclistes.
Non pas parce que l'Allemagne est proche, ça, tout le monde croit ça, mais c'est faux, parce qu'il y a autant de cyclistes à La Rochelle, et je ne sais pas où est l'Allemagne, là, près de La Rochelle, mais... Donc, vous voyez, ça n'est pas lié à la proximité de l'Allemagne, ou alors ça joue un tout petit peu. Il y a plein d'autres facteurs, mais je n'ai pas le temps de détailler. Donc, à Strasbourg, on a fait du tramway. Il est inauguré en 94, novembre 94, et on va découvrir à la nouvelle enquête ménage-déplacement que malheureusement le trafic cycliste a baissé. Ah, flûte alors. Ça veut dire que un certain nombre d'usagers du tramway sont d'anciens cyclistes. Eh bien oui, bien sûr. Vous voyez, tout se tient. Tous ces modes-là, on voudrait tous que les nouveaux cyclistes soient d'anciens automobilistes, mais ce n'est pas si simple. C'est surtout d'anciens piétons, surtout d'anciens usagers des transports publics, et un peu d'automobilistes seulement. Alors c'est grave, oui, d'une certaine manière, mais si vous voyez, en fait, si en même temps vous faites du tramway, eh bien le tramway va prendre, lui, un peu, pas tellement, enfin, lui aussi c'est pareil, il mord surtout sur les piétons, sur les cyclistes, et un peu sur les automobilistes, mais globalement, vous contribuez à calmer la ville, et c'est parce qu'on calme la ville que le trafic automobile se réduit. Bon, j'espère que ça ne va pas, eh oui, si, il faudrait remettre tout ça en route. Bon, donc il est tout à fait possible qu'à Montpellier, tous les efforts qui ont été faits pour le tramway, les 4 lignes et la 5e qu'on cherche à mettre en place, eh bien que tous ces efforts aient malheureusement nui en partie aux cyclistes. Et voilà, c'est inévitable. Mais dans un second temps, parce que ça calme la vie, ça favorise ensuite, dans un second temps, les déplacements à vélo. Et c'est ce qui s'est passé à Strasbourg. Avec la toute dernière enquête, les 2 dernières enquêtes ménage-déplacement, là, on voit que Strasbourg connaît un essor du vélo extraordinaire. Alors, bon, et bien, donc, maintenant, on va regarder quelques stats, enfin, je vais pas détailler toutes ces courbes, mais vous voyez, elles ont toute une allure sympathique. Il s'agit du retour du vélo dans toutes les grandes villes occidentales. Et vous voyez, c'est toujours en... Bon, on me dirait, il a choisi les villes. Alors, oui, j'ai choisi quand même, alors, je vous explique comment. Il s'agit des grandes villes dans le monde occidental. Et en général, il s'agit de la commune, mais souvent on fait de l'agglo. Bref, le vélo redémarre partout. On va regarder un peu le détail. Bruxelles est très impressionnant. Et la dernière année, en 2016, il y a eu des attentats dans le métro. Ça a permis de faire exploser la part modale du vélo. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Alors j'ai vu les statistiques pour la toute 2017. Ça a un petit peu baissé, mais on est encore bien au-delà de 2015. Ok ? Donc, vous voyez, il y a eu un effet conjoncturel lié, hélas, à ces attentats. À Londres, donc tout ça, ça repose toujours sur des comptages qui sont faits évidemment selon la même méthodologie d'une année à l'autre. Et il n'y a pas beaucoup de villes qui ont des comptages. Donc c'est pas si simple de trouver toutes ces statistiques. Alors j'en ai quelques-unes. À Paris, vous voyez que ça monte, c'est impressionnant. Donc vous me direz, ah mais ça a stagné en 2015. Oui mais hop, en 2016 ça a encore démarré, ça a encore repris. Et assez fortement. Donc Paris sur une hausse à peu près de 10% par an, enfin c'est très impressionnant. Londres, c'est pareil, c'est même un peu plus rapide, mais ils partent de plus bas que Paris. Bon. Genève, c'est très impressionnant également. Les États-Unis, ben oui. Oui, vous voyez, donc le vélo redémarre à toute vitesse dans toutes les grandes villes des États-Unis. New York, Chicago, Washington, c'est des villes
n'imagine pas qu'il puisse y avoir un regain du vélo aussi puissant. Et je n'ai pris que les statistiques sur une durée suffisamment longue, qu'on ne me dise pas, oh là là, c'est juste conjoncturel. Non, non, là vous avez toujours au moins 10 ans ou 15 ans de stats. Donc c'est vraiment du béton, ça. En France, en France c'est pareil. En France c'est pareil. Donc là, le CEREMA, j'ai oublié de mettre là. C'est le CEREMA qui a fait ce très beau schéma où on voit que ça redémarre partout, sauf à Lille. Mais ça on voit que ça baisse de moins en moins. Et Marseille, ça reprend. Eh ben oui, bon, alors ils sont très très bas, ça paraît ridicule. Mais même à Marseille, ça reprend. Etc. Bon, vous voyez? Donc quand vous avez une reprise de la pratique qui est aussi claire dans autant de villes, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Vous avez deux, Bordeaux et Lyon, qui ont des comptages fiables depuis longtemps, et c'est très impressionnant. Hein. Bordeaux, Lyon. Alors Lyon, on vous dira, ah ouais, c'est Vélove. Ah oui, Vélove. Hein, vous savez, les vélos en libre-service, ça a donné un coup de fouet, mais regardez, ça stagne, ça a même baissé un peu. Et puis ça a repris. C'est pas Vélove qui explique ça. Ça a repris parce qu'ils se sont dit, tiens, il faudrait peut-être faire quelque chose de plus pour la politique de ville cyclable, peut-être calmer le trafic, peut-être faire des aménagements cyclables, aider les ateliers vélo à Lyon, enfin faire toutes sortes de choses. Je continue. Autre signe de l'essor du vélo utilitaire en France, bon là je vous ai mis rapidement ça c'est le nombre d'associations de la FUB. Alors en 2018 il y a eu un pic là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le fameux baromètre des villes cyclables, Parlons Vélo, qui a eu un succès fou, 113 000 réponses. Bon, il y a eu, je sais pas, 2000 réponses, je crois, à Montpellier, quelque chose comme ça. Bon, bref, ce truc a suscité l'intérêt, et donc la FUB va bien, pas de problème. Ces vélo-écoles, ça explose. C'est sans doute lié aussi peut-être à Parlons Vélo en partie. Les ateliers vélo, hein, selon le recyclage, qui est leur fédération, on voit que c'est très sympathique aussi, la courbe. Enfin bon, et puis on nous a raconté que le vieux Biclou s'inscrit parfaitement dans cette tendance. Alors, voilà, plein de textes. Bon, vous oubliez tout ça, je vous raconte. Donc, je vais résumer en fait ce que j'ai dit déjà. Qu'est-ce qui explique le retour du vélo? C'est toujours la modération de la circulation automobile. Comme l'a bien dit Jérôme Cassagne, ça joue un rôle tout à fait clé. Mais bien sûr, les aménagements cyclables aussi. Surtout s'ils prennent de la place à la voiture. Et non pas si on les met sur les trottoirs. Suivez mon regard. Il y en a pas mal, hélas, à Montpellier, sur les trottoirs. J'ai pu, grâce à vous, grâce à toi, enfin grâce à l'association, faire un petit tour sur les pistes cyclables Montpellier-Rennes pendant un petit moment, là. Bon. Et là, je connaissais déjà un petit peu le réseau, mais là, j'ai eu un aperçu assez triste de certains endroits. Bon, donc, des aménagements cyclables sont tout à fait utiles, bien sûr, sur les artères, mais si on prend de la place à la voiture. Et quand ils prennent de la place à la voiture, miracle, en même temps, ils modèrent le trafic automobile. On fait d'une pierre deux coups. Bon, la santé, c'est le deuxième argument, c'est que aujourd'hui, les gens se rendent compte de plus en plus qu'ils sont trop sédentaires. On est dans des écrans tout le temps, enfin, on ne bouge plus. Figurez-vous qu'au milieu du 19e siècle, on passait 8 heures par jour à être actif, à se bouger. Pourquoi? Parce qu'on était paysans, majoritairement, ou bien ouvriers, et donc en moyenne, les Français se bougeaient 8 heures par jour. Aujourd'hui, une demi-heure. Vous avez compris? C'est absolument catastrophique. Et tous les médecins tirent la sonnette d'alarme en disant on va vers la catastrophe.
Et on a quantité d'études épidémiologiques qui le démontrent. Vous avez maintenant des milliers d'articles dans les revues médicales qui tirent la sonnette d'alarme en disant « faut se bouger ». Les gens commencent à comprendre. Et ici, je pense que pas mal d'entre vous sont convaincus. L'économie, ben oui, on sait bien que c'est moins cher le vélo quand même. C'est moins cher pour les gens, pour les populations, mais plus encore pour la collectivité. Si elle veut bien comprendre que si elle fait des choix consistant à faire moins de routes, plus d'aménagements cyclables, alors elle vous fabriquera des pistes cyclables en or plaqué. Hein. C'est-à-dire qu'une piste cyclable coûte beaucoup moins cher qu'un aménagement routier. Mais l'ordre de grandeur, c'est 10 à 50 fois moins, quoi. Hein. Tout ce qui concerne les modes actifs, ça coûte 10 à 50 fois moins que ce que coûte l'équivalent pour les modes routiers. Voilà, l'écologie, on dirait, en fait, ça joue peu. Quand on interroge les gens, ça joue peu, mais ça pourrait bel et bien un jour jouer bien beaucoup plus. Parce que ça chauffe, parce qu'il y a des tas de menaces environnementales qui nous fera peut-être mettre cet argument un peu plus haut dans la liste. Waouh! Alors, j'ai essayé de vous expliquer pour terminer ce graphique. Ça explique tout. Mais c'est un peu compliqué. Alors, j'essaie de donner quelques éléments, quelques concepts. La voirie, fin 19e, elle était occupée par tout le monde. C'était une voirie pour tout le monde. Les piétons marchaient au milieu de la chaussée, ça ne les dérangeait pas. Tout le monde roulait à petite vitesse, de toute façon. On avait quelques cyclistes, quelques tramways. On avait des voitures attelées, un tout petit peu de voitures automobiles, mais tout ça roulait très lentement, 10, 15, 20 km/h maximum. Et à cette vitesse, tout le monde cohabite. La voirie, elle est pour tout le monde. Puis la voiture est arrivée et elle a chassé, à cause de sa vitesse, elle a chassé peu à peu les usagers lents de la chaussée. Et ça a été une lutte, mais âpre, que vous n'imaginez pas. Dans les années 50-60, la voiture, elle avait déjà gagné. Tout le monde la voulait, et il n'y avait pas de lobby auto dans les années 50-60. Le lobby auto, c'était la population qui elle-même disait « mais c'est le progrès, point ». Dans les années 20-30, rien de tout cela, la voiture est encore très minoritaire dans les rues, et le lobby automobile va vraiment être à la manœuvre, va utiliser les médias, les grands journaux de l'époque, pour dire le tramway au milieu de la chaussée, c'est un scandale, ça crée des tas d'embouteillages, il faut les supprimer. Les cyclistes, il faut les dégager de la chaussée en leur donnant des aménagements cyclables, car au départ, les aménagements cyclables, c'était fait pour écarter les cyclistes de la chaussée. Vous voyez, enfin, il fallait faire place à la voiture, et surtout les piétons n'avaient plus à marcher sur la chaussée. Il leur faut des trottoirs pour qu'ils restent sur les trottoirs. Et on leur a interdit, à Paris, c'est un arrêté de 1932, je crois, de police de 1932, interdiction aux piétons de traverser en dehors des passages cloutés. Et les passages cloutés, on ne les met qu'au carrefour. Plus du tout de traverser en section courante, c'est-à-dire entre deux carrefours. Du jour au lendemain. Ça a été très violent, hein. Vous ne pouvez pas imaginer. Et cette histoire n'a jamais été vraiment faite encore en France. J'ai un historien, là, je commence à faire travailler là-dessus. J'espère que dans 4 ans, 3-4 ans, il y aura enfin un travail accessible sur ce sujet. Bon, bref, la voiture s'impose. Alors, vous voyez, là, il y a une courbe qui représente l'essor de la voiture dans le centre-ville. Ici, en gros pointillé, c'est en proche périphérie, et en petit point, là, c'est en grande périphérie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture, elle a commencé par envahir les centres. Ensuite, la proche périphérie, et enfin, la grande périphérie. Pour le dire autrement,
dans les années 60, par exemple, la grande périphérie des villes françaises, et comme ailleurs, elle était tranquille. Je sens qu'il y a des gens qui ont soif, là. Bon, allez, un peu de patience, j'ai presque fini. Oui, je disais, les périphéries des villes étaient calmes dans les années 60. Les gens partaient en périphérie, vivre en périphérie, pour échapper au trafic auto du centre-ville et à ses nuisances. On cherchait le calme en périphérie. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les périphéries sont complètement inondées de voitures. On n'imagine même pas circuler autrement qu'en voiture. Et les centres-villes ont été calmés. Vous voyez ? Et bien, c'est ce que dit cette courbe. Donc, aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas Montpellier-Centre, l'Écusson, c'est calme, mais la périphérie, c'est la voiture raide. Donc, voilà ce que dit ces courbes. Vous me direz en 2050, hein, parce que mon bouquin prétend. Eh bien, je pense que ce mouvement va continuer. C'est-à-dire, je me suis mis à étudier la ville la plus en avance dans ce domaine en France. La ville la plus en avance, c'est Paris. Tiens, là, quoi, le parisianisme de ces chercheurs. J'étudie Paris, non pas parce que c'est Paris, mais parce que je pense que ce qu'on observe à Paris arrive ensuite en province, comme on dit. Bon. Alors, à Paris, tenez-vous bien, depuis 1990, le trafic automobile a été divisé par 2. Il y a 2 fois moins de trafic auto dans Paris intramuros aujourd'hui qu'en 1990. Personne ne sait ça, vous ne vous rendez pas bien compte, mais je vous assure que c'est vrai, on a toutes les stats pour le prouver. Toutes les statistiques pour le prouver. Bon, en revanche, en grande périphérie de l'Île-de-France, c'est l'horreur. Donc, pourtant, même en grande périphérie, on observe des choses tout à fait intéressantes. C'est-à-dire que tous les clignotants pour la voiture passent à l'orange, peu à peu. Il y a des gens qui disent, oui, mais écoutez, moi je voudrais que mes enfants puissent, hein, des gens qui habitent en grande périphérie, qui disent, j'aimerais que mon enfant puisse aller à l'école à pied, que je ne sois pas obligé de l'amener en voiture. Comment faire? Ah ben sur les trottoirs, il n'y a que des voitures en stationnement illicite partout. Quand il y a des trottoirs en périphérie? Alors vous avez des gens de la périphérie qui réclament des trottoirs, et des trottoirs sans voiture. Les voitures, ce sont les leurs. Hein. C'est eux qui stationnent. Hein. Les mêmes personnes. Hein. Donc soudain, ils se disent, oulala, il va falloir que j'enlève ma voiture du trottoir si je veux être un peu cohérent avec ce que je réclame pour mes enfants. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui se passent. Ou bien, sur telle grande place, je fais travailler mes étudiants sur la grande périphérie. Alors, il y en a qui ont bossé sur une petite ville du Nord, et qui, une petite ville de 5000 habitants, il y a une grande place sympa comme tout, mais il n'y a que des voitures, une marée automobile, que des voitures partout. Il y a 3 restaurants, cafés, il n'y a pas de terrasse pour lui, parce que ça supprimerait l'une ou l'autre place. Et alors soudain, ils se disent, ah oui, mais peut-être qu'on pourrait mettre quand même une terrasse pour les restaurants, les cafés-restaurants de la grande place, quand même. Donc, ça y est, ils sont à peu près décidés à supprimer des places sur la grande place de cette ville. C'est un film, hein, ces trucs, c'est un film, mais ça a commencé. Hein, le reflux automobile, il a commencé, y compris en grande périphérie. Et puis il y a des tas d'événements, hélas, qui se profilent à l'horizon, qui vont nous aider là-dedans. Hein. Les dérèglements climatiques, enfin des choses comme ça, qui vont précipiter peu à peu. Je pense que la périphérie s'y mettra aussi. Bon, je termine. Alors, je crois que j'ai encore un slide. Oui, ça c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, revenons au vélo. Il est en train de se reconstituer un système vélo. Qu'est-ce que c'est qu'un système vélo? Ben, c'est un truc, un concept copié sur le système automobile. La voiture, ça me... on va peut-être... Vous savez qu'un tramway, ça ne peut pas rouler sans une voie ferrée, sans une caténaire, sans un atelier de réparation.
Ben, les voitures, c'est la même chose, évidemment, les voitures, la même chose. Et le vélo, pareil. Bon, donc il faut un mode de déplacement, il faut des vélos corrects qui fonctionnent, mais il faut aussi qu'ils soient réparés, par exemple, par le vieux Biclou. Il faut qu'il y ait des aménagements cyclables, une ville calmée. Il faut également qu'il y ait la communication, qu'on explique aux gens comment faire du vélo en ville, parce que les gens ont oublié cela. Le savoir rouler. Dans le plan vélo, il y a une des mesures, c'est le savoir rouler. C'est très important, ça, d'apprendre aux gens à rouler en ville. Bon, donc, c'est tout ça. Il faut tout ça pour que le système vélo fonctionne. Et qu'est-ce qui est en train de se remettre en place, peu à peu? Tout le système avec des 4 cercles vertueux, un effet de club, plus le club des cyclistes grandit, plus il est attractif. C'est ce que vit le vieux Biclou. Plus les gens sont nombreux au vieux Biclou, plus il y a une bonne ambiance, plus les gens s'entraident, plus ça crée une dynamique, plus les gens ont envie de revenir, plus ça va essaimer, j'espère, assez vite dans d'autres quartiers, etc. Un effet de parc. Plus le parc vélo s'accroît, plus ces vélos peuvent être divers. On voit apparaître peu à peu, à Montpellier comme ailleurs, des vélos cargo, des vélos avec un siège avant pour l'enfant, le petit dernier, puis un autre siège derrière. Enfin, des tas de vélos improbables qu'on ne voyait pas du tout il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et vous n'avez rien vu. Parce que si vous allez dans un salon professionnel consacré à ces nouveaux matériels, c'est inouï. C'est inouï. Vous avez les meilleurs ingénieurs qui inventent le vélo de demain. Alors, il y aura énormément de pertes. Il y aura... Sur les 100 innovations qu'ils inventent, il y en aura peut-être une qui va durer. Mais c'est extraordinaire, le foisonnement d'idées, comme au XIXe siècle. Je vous ai dit, le vélo moderne, il est né de centaines de brevets déposés au XIXe siècle. Il y a une émulation fantastique pour mettre au point le vélo au XIXe siècle, entre 1865 et 1891. Et bien aujourd'hui, on revit ça. Une espèce d'émulation incroyable pour inventer des vélos nouveaux, plus adaptés à toutes sortes de besoins. Un effet de réseau. Vous savez bien que le réseau montpelliérain, il n'est pas complet, il y a des tas de problèmes, il y a une foule de petits trucs qui ne vont pas. Le jour où il sera peu à peu vraiment complet, sans discontinuité, il va devenir beaucoup plus efficace. Quant au dernier effet, l'effet de sécurité par le nombre, plus il y a de cyclistes, plus ils sont en sécurité. Pour un tas de raisons. Parce qu'on les voit mieux, parce qu'une partie de ces cyclistes sont forcément aussi des automobilistes, donc il y a des automobilistes qui, étant cyclistes, font plus attention aux cyclistes, parce qu'il y a aussi plus d'aménagements cyclables, puisqu'il y a plus de cyclistes, il y a aussi quand même un peu plus d'aménagements cyclables, donc on voit que dans les aménagements, il peut y avoir des cyclistes, donc bref, ça marche aussi. Voilà, j'ai à peu près fini, donc on va arrêter là et j'espère qu'il y aura quelques questions. Je vous remercie. Des sources de route jusqu'à 7 et morte, je crois. Il y a 2 leçons, c'est ça?